Bonsoir, chers apprenants. Je suis Emile Fometio. Je suis le président du parti politique Limara, Ligue des masses pour la Renaissance africaine. Je suis également un des dirigeants de la Ligue associative africaine, en abrégé LA1. Aujourd'hui, je suis là pour traiter un sujet avec vous. C'est un sujet de philosophie et le sujet c'est: l'homme doit-il assumer tous ses actes? Bien évidemment, ce sujet est sur la liberté et la responsabilité. Et ce sujet touche plus la responsabilité. L'homme doit-il assumer tous ses actes? Alors, quand vous avez en face de vous un sujet comme ça, vous le savez déjà, la première des choses à faire, c'est de lire et relire le sujet. Il faut lire, il faut relire le sujet plusieurs fois. L'homme doit-il assumer tous ses actes? Une fois que vous avez lu et relu le sujet, il faut souligner les mots-clés du sujet. Quels sont les mots-clés du sujet? On a l'homme, on a assumé, on a acte. Voilà les trois mots-clés du sujet. Une fois que vous avez localisé, souligné les mots-clés du sujet, il faut les définir. On va définir ces mots. C'est qui un homme? Un homme est un animal politique, un être doué de raison, un sujet pensant. Voilà ce qu'on appelle généralement l'homme, la définition philosophique de l'homme. Une fois qu'on a défini l'homme, on va également définir assumer. C'est quoi assumer? Assumer, c'est accepter la responsabilité, porter la responsabilité, subir les conséquences, accepter les retombées. Et maintenant, c'est quoi acte? Acte, c'est une action qu'on pose, un choix qu'on fait. Alors, notre sujet. Et dans notre sujet, une fois qu'on a défini les mots-clés, il faut reformuler le sujet. Reformuler le sujet, c'est quoi? C'est dire le sujet en vos propres termes. Si votre frère vous réveille pour dire que c'est quoi, quand on dit l'homme doit-il assumer tous ses actes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est ça qu'on appelle reformuler le sujet. Autrement dit, donner le synonyme du sujet. Dans tous les cas, il faut lire le cours sur la méthodologie que j'ai publié dans ce canal. Alors, comment pouvons-nous reformuler ce sujet? L'homme doit-il subir les conséquences de tous ses actes, de tout ce qu'il fait? Voilà une reformulation du sujet. L'homme doit-il subir les conséquences de tout ce qu'il fait? Ce qui pose le problème. Quel est donc le problème? Je vous ai également expliqué ce qu'on entend par le problème philosophique du sujet. Quel est le problème philosophique que ce sujet pose? Le problème philosophique que pose le sujet, c'est bien l'attitude de l'homme face à ses actes. Autrement dit, quelle doit être l'attitude de l'homme face à ses actes? Voilà le problème philosophique. Une fois que vous avez le problème philosophique, vous devez faire le plan global du sujet. Le plan global, c'est quoi? Vous allez trouver les grandes articulations du sujet. La thèse, l'antithèse et la synthèse. On va commencer par trouver la thèse. Et je vous ai dit, quand c'est un sujet question, la thèse est la position la moins défendable philosophiquement. Et quelle est la position la moins défendable philosophiquement? On va dire que l'homme est soumis au déterminisme. Autrement dit, on veut dire que l'homme ne doit pas assumer tous ses actes. Et à l'antithèse, maintenant, on va dire l'homme est responsable de tout ce qu'il fait. Donc, il doit les assumer. Et à la synthèse, on va dire la responsabilité de l'homme face à ses actes dépend de son degré de liberté. Donc, voilà notre plan global. Une fois qu'on a le plan global, on va faire la problématique. Certains anciens vont vous dire que la problématique est sous forme de 3 questions. Certains vont vous dire que la problématique est sous forme de 2 questions. D'autres vont vous dire que la problématique est sous forme d'une question. Mais généralement, certains anciens refusent la problématique sous forme de 3 questions, d'autres sous forme d'une question. La problématique sous forme d'une question est très refusée par les enseignants. Beaucoup d'anciens préfèrent la problématique sous forme de 2 questions. Et donc, on va faire notre problématique sous forme de 2 questions. On va dire, sous forme de 2 questions, la première question englobe la thèse et l'antithèse, et la deuxième question est concentrée sur la synthèse. Vous savez que la synthèse, généralement, c'est ce qu'on appelle la position de l'élève, le point de vue de l'élève. L'élève tente de joindre la thèse et l'antithèse, de faire un lien entre la thèse et l'antithèse. Dans tous les cas, si vous pouvez lire le cours sur la méthodologie qui est publié. Quelle va donc être notre problématique sur ce sujet? Si nous acceptons que l'homme subit les déterminismes, ça c'est la thèse,
Que dire de ceux qui pensent qu'il doit assumer tous ces actes antithèses? Donc voilà la première question qui est sous forme de deux volets, ça englobe la thèse et l'antithèse. Et maintenant la synthèse. Au final, la liberté de l'homme ne dépend-elle pas de son degré de liberté? Ça, c'est la synthèse. Avec ça, le correcteur connaît déjà ce que c'est, c'est-à-dire ce que vous allez faire à la thèse, ce que vous allez faire à l'antithèse et ce que vous allez faire à la synthèse. Une fois que vous avez déjà trouvé et fait la problématique, il vous reste à faire le plan détaillé du devoir. Le plan détaillé, c'est quoi? Vous allez trouver les différentes parties du devoir. Dans chaque partie, vous allez trouver ses arguments et ses citations. On va commencer par la thèse. Quelle était la thèse de notre sujet? La thèse, c'est que l'homme subit les déterminismes. Autrement dit, il ne doit pas assumer ses actes. Et sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que l'homme ne doit pas assumer ses actes? Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que l'homme subit les déterminismes? Premier argument 1, la destinée est déjà tracée. Je vous explique rapidement, puisque vous connaissez déjà. Vous savez que si on dit que la destinée de l'homme est déjà tracée, ça sont maintenant les explications, alors l'homme ne doit pas assumer des actes qu'il fait, puisque les actes qu'il fait ont été décidés par des êtres qui le dépassent, et ces actes ne contribuent qu'à sa destinée. Pour cela, il ne doit pas assumer. Donc, le cours sur la liberté et la responsabilité, il faut également suivre ce cours sur ce canal. La destinée empêche à l'homme d'assumer ses actes. Parce que si les actes qu'il pose ont été décidés par des personnes qui le dépassent, alors il ne doit pas les assumer. Il faut lire le cours sur la liberté. J'ai pris l'exemple de Judas. Est-ce que Judas doit réellement assumer la trahison du Christ, puisque c'était à décider, le Christ lui-même est venu dire qu'il venait mourir pour des hommes, et même à la veille, le Christ savait qu'on va le trahir. Donc Judas n'a fait qu'accomplir une mission. Bon, vous allez lire le cours, vous allez mieux comprendre cela. Et je suis sûr que vos enseignants vous ont mieux expliqué cela. Donc, l'homme subit la destinée parce qu'il y a des actes qui ont été décidés par des personnes, par des êtres qui le dépassent, alors il ne doit pas assumer ces actes. Deuxième, et c'est pour ça qu'on va prendre la citation de La Fontaine. Que dit La Fontaine? On rencontre sa destinée par des chemins qu'on prend pour l'éviter. C'est pour dire qu'on ne peut pas échapper à sa destinée. Donc, parce qu'on ne peut pas échapper à sa destinée, on ne doit pas supporter, assumer les actes qu'on pose. Deuxième élément, l'homme est souvent inconscient. Vous avez vu l'inconscient en première. Donc, il y a des actes qu'il pose en toute inconscience. Il y a des actes qu'il pose quand il n'a pas le contrôle total de lui-même. Et il ne doit pas assumer ses actes. On va voir quand on s'est en train de rédiger. C'est pour ça que les malades mentaux, on ne peut pas les juger. Si vous avez un problème avec un malade mental, avec ce que vous appelez généralement les fous, et vous avez un problème avec un malade mental, vous l'amenez à l'hôpital, on ne va pas le juger. Parce qu'on estime qu'il n'est pas maître de ses actes. Parce qu'il n'est pas maître de ses actes, il ne les assume pas. On va prendre ici la citation de Roger Ebaché. Roger Ebaché qui affirme « L'inconscient agit en nous, malgré nous et contre nous ». Cela veut dire on ne contrôle pas notre inconscient. Quand notre inconscient agit en nous, on n'a pas le choix. On subit tout simplement l'inconscient. Et parce qu'on subit l'inconscient, on n'assume pas des actes posés en toute inconscience. Donc, c'était cela la thèse. Et à l'antithèse, maintenant, vous allez dire, l'homme doit assumer tous ses actes. Et sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que l'homme doit assumer tous ses actes? Argument 1. Les existentialistes vont dire, l'homme est fondamentalement libre. Parce qu'il est libre, il a la possibilité de faire des choix, il fait des choix. Chacun est capable de faire des choix. Il peut décider de se lever à 10 heures, il ne part pas à l'école. Il peut décider de se lever à 5 heures, il peut décider de ne même pas se lever. Ce sont des choix. L'homme est libre de faire des choix. Et parce que l'homme est libre de faire des choix, il doit assumer les choix qu'il pose. C'est pour ça que les existentialistes vont dire l'homme doit assumer tous les actes qu'il pose. Et c'est pour ça que Sartre va dire une fois jeté dans le monde, l'homme est responsable de tout ce qu'il se fait. Donc voilà le premier argument de notre devoir. L'homme est fondamentalement libre, donc il doit assumer tous ses actes. Argument 2. L'homme a une conscience. Vous savez, chaque individu a une conscience qui lui permet de juger ses actes. Et cette conscience, Rousseau a dit que cette conscience ne peut jamais se tromper. Cette conscience est infaillible. Quand vous voulez faire du mal, vous savez, votre conscience vous dit que c'est le mal que vous voulez faire. Et si vous persévérez à faire du mal, vous devez assumer les conséquences de ce mal. C'est pour cela que
argument de l'homme a une conscience. Donc, il doit assumer tous les actes qu'il pose parce qu'il a une conscience, il a une raison qui a la capacité de jugement qui lui permet de distinguer le vrai du mal, le vrai du faux, le bien du mal. Donc, parce qu'il a une conscience, parce qu'il a une raison, tous les actes qu'il pose, il doit les assumer. On va prendre ici Rousseau qui veut dire que la conscience est infaillible. Il va dire conscience, conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. Cela veut dire quoi? Notre conscience ne nous trompe jamais. Donc, à la synthèse maintenant, on va dire la responsabilité de l'homme face à ses actes, l'attitude de l'homme face à ses actes dépend de son degré de liberté. Cela veut dire quoi? Plus l'homme est libre, plus il est responsable. Argument 1, plus il est libre, plus il est responsable. Argument 2, moins il est libre, moins il est responsable. L'exemple ici, c'est le soldat au front. Un soldat au front qui tue ses ennemis. Est-ce qu'il doit assumer tous les actes? Non, parce qu'il est sous les ordres. Il est obligé, il est tenu par les ordres. Quand on lui donne un ordre, il ne doit pas désobéir à l'ordre. Parce qu'il est sous les ordres et parce qu'on lui a donné l'ordre de tirer, l'ordre ne vient pas de lui. Il ne peut pas assumer tous ces actes. Mais il doit les assumer partiellement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas obligé d'obéir à cet ordre. Donc, il assume partiellement. Deuxième, il n'était pas obligé de faire l'armée. En faisant l'armée, il savait qu'il sera appelé à tuer. Il savait qu'un jour, on pourra lui donner l'ordre de tuer. Donc, il doit assumer partiellement l'acte. Donc, voilà le plan détaillé de notre devoir. Maintenant, quand on finit le plan détaillé, il faut rédiger le devoir. Une fois que vous avez le plan détaillé, rédiger devient facile. Donc, on va travailler le devoir jusqu'à la fin. Cette vidéo peut être un peu longue. Et si elle est un peu longue, bon, vous allez voir comment vous allez la couper. Mais toujours est-il, il va falloir qu'on finisse de rédiger pour que vous compreniez comment ça marche. Et nous vous rappelons que nous faisons les cours en ligne. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de fréquenter normalement en journée, vous pouvez vous inscrire à nos cours en ligne. Et sur cette vidéo, il suffit juste de dire que vous êtes intéressé par nos cours en ligne. Et nous allons, vous inscrivez en début d'année, nous allons faire les cours. Vous aurez les cours vidéo expliqués comme cet exercice, tous vos cours expliqués comme cela avec les cours et les vidéos explicatives qui vont faire que vous pouvez facilement réussir vos examens. Et aussi au cours d'année, nous créons également des groupes pour travailler avec les élèves, des groupes de philosophie, des groupes de littérature, des groupes de langue française, des groupes de mathématiques et autres. Donc, vous pouvez également faire partie de ces groupes. Revenons donc à notre sujet qui était sur l'homme doit-il assumer tous ses actes. Nous allons faire un exemple de devoir rédigé. On va commencer par l'introduction et on va amener notre sujet. Et je vous ai dit que la meilleure façon d'amener le sujet, c'est amener le sujet par opposition. Les philosophes comprennent très mal que vous leur dites que deux personnes vont dans le même côté et ça crée un problème. Donc, la main du sujet par similitude généralement marche très peu. Si je dis qu'on monte et que l'autre dit qu'on monte, est-ce que ça crée problème? Ça ne crée aucun problème. C'est pour ça que les enseignants de philosophie généralement rejettent la main du sujet par similitude. Donc, la main du sujet qui est prisée en philosophie, c'est la main du sujet par opposition, soit opposition d'idées, soit opposition de citations. C'est la meilleure manière d'amener le sujet. Par définition, on accepte, beaucoup tolèrent. Mais la meilleure façon en philosophie, c'est par opposition. Parce que c'est dans le problème n'est de l'opposition. Si je dis qu'on monte et que l'autre dise qu'on descende, là, ça crée un problème. Quel chemin prendre? Donc, on va donc amener notre sujet par opposition d'idées. Opposition d'idées et opposition de citations. Donc, dans le cours sur la méthodologie, vous allez comprendre les deux. On va dire, et pour faire par opposition d'idées, comme je vous avais dit la dernière fois, on va montrer que les auteurs s'opposent. On va d'abord montrer qu'il y a une divergence sur un thème précis. Donc, voici. Bon, je ne vais plus trop vous expliquer. Je vais juste vous donner un exemple parce que si vous voulez des explications, vous allez suivre la vidéo sur la méthodologie de la dissertation philosophique.
C'est toujours sur ce canal. Si vous êtes en train de nous suivre à YouTube, c'est sur YouTube. Si vous êtes en train de nous suivre à Facebook, c'est également sur Facebook. Si vous êtes en train de nous suivre sur TikTok, c'est également à TikTok. Si vous êtes en train de nous suivre également sur n'importe quel média, c'est également là, nous avons mis là. Donc, je vais plutôt faire une lecture, juste pour vous permettre de comprendre comment ça marche. Les penseurs ne sont pas unanimes lorsqu'ils épiloguent sur la responsabilité de l'homme. On a montré qu'il y a divergence sur un thème. Pour les uns, l'homme ne doit pas assumer tous ses actes. Pour les autres, l'homme est responsable de tout ce qu'il fait. On a montré les deux points de vue qui s'opposent, les deux idées qui s'opposent sur le thème. De ces deux idées contradictoires se pose le problème de l'attitude de l'homme face à ses actes. On a montré que cette divergence pose un problème. On a montré le problème que cela pose. Et maintenant, on fait tout simplement la problématique et notre devoir est achevé, et notre introduction est achevée. L'introduction n'est vraiment pas compliquée. Si nous acceptons que l'homme est soumis au déterminisme, que dire de ceux qui pensent qu'il doit assumer tout ce qu'il fait? Au final, la responsabilité de l'homme ne dépend-il pas de son degré de liberté? Voilà notre introduction. Une fois qu'on a rédigé notre introduction, on va rédiger notre thèse. Et la thèse, bon, certains vont commencer par d'emblée, d'entrée de jeu, ça dépend de vous. Vous mettez ce que vous voulez. Mais comme je vous le disais, c'est un rappel. Votre thèse, vous allez faire une introduction partielle qui rappelle l'idée et l'argument ou les arguments. Certains enseignants vont vous dire de rappeler l'idée et l'argument. Et le premier argument, vous développez le premier argument, vous rappelez le deuxième argument et vous le développez. C'est une méthode. D'autres vont vous dire de rappeler les deux arguments à l'introduction partielle avant de commencer à rappeler de revenir rappeler encore le premier argument, le développer. C'est une question d'école. Ça dépend des enseignants. Donc, ici, on va faire dans notre introduction partielle, on va rappeler l'idée à défendre et les deux arguments qu'on va utiliser pour défendre. On va dire, l'homme subit les déterminismes à cause de sa destinée et de l'inconscient. L'homme subit les déterminismes, c'est l'idée qu'on veut défendre. Quels sont les arguments? À cause de la destinée, premier argument, et de l'inconscient, deuxième argument. C'est ce qu'on appelle l'introduction partielle. Maintenant, on va aller à la ligne. Maintenant, on va développer le premier argument. En fait, la destinée signifie qu'il y a des êtres supérieurs qui ont déjà décidé des actions de l'homme. Ils ont décidé de faire des uns des ministres et des autres des enseignants. L'homme devient un simple objet entre les mains des forces surnaturelles. Quand nous agissons donc, nous suivons notre destin. C'est dans ce sens que La Fontaine déclare: on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Il montre ici qu'on ne peut pas échapper à son destin. Nos actes sont donc liés à notre destin. Nous agissons involontairement pour faire accomplir notre destin. Donc, quand vous donnez la citation, vous vous rendez compte que la citation n'est pas très compréhensible. Vous faites une phrase pour l'expliquer, pour expliquer la citation, pour la rendre plus compréhensible. Et si nos actes ne dépendent pas de nous, mais des forces qui président notre destin, nous ne pouvons pas les assumer. En plus, deuxième argument, l'homme est souvent inconscient. Il perd le contrôle de ses actes dans certains cas comme la folie. S'il n'est pas maître de ses actes, il ne peut pas les assumer. C'est pourquoi on ne juge pas un malade mental quand il commet une faute, parce qu'on estime qu'il n'a pas posé cet acte en toute liberté. Roger Ebaché précise à juste titre: l'inconscient agit en nous, malgré nous et sans nous. Pour dire, c'était entre guillemets bien sûr, pour dire qu'on n'est pas maître de ses actes quand on est inconscient. Donc voilà la thèse. On a donné les deux arguments, on a développé les arguments et on a soutenu chaque argument par une citation. Voilà comment ça marche. Ma méthode de rédiger, vous n'êtes pas obligé de l'emprunter. Chacun a une méthode pour pouvoir bien rédiger son devoir. Vos enseignants vont vous donner d'autres méthodes. Cela dépend de vous. Toujours est-il, c'est l'argumentation, vous devez argumenter. Vous devez donner un point de vue, donner l'argument et justifier votre argument. C'est cela qu'on appelle la dissertation philosophique. Maintenant, quand vous finissez la thèse, il faut faire la transition. Je vous ai dit,
La transition résume la première partie et annonce la partie suivante. On va donc dire, voilà notre transition. Certains enseignants vont vous dire de faire la transition directement à la fin. D'autres vont vous dire d'aller à la ligne, faire la transition. D'autres encore vont vous dire de sauter une ligne, faire la transition, sauter une ligne et rédiger l'antithèse. Cela, c'est une question d'école. Je ne crois pas qu'on vous pénalisera pour cela. Suivez ce que votre enseignant vous dit. Et ce que votre enseignant vous dit. Moi, je conseille de sauter une ligne, faire la transition, sauter une ligne. Bon, ça, c'est moi. Certains enseignants peuvent refuser. Si votre enseignant refuse, je vous ai dit dès longtemps, votre enseignant, vous suivez plus votre enseignant que moi. Je suis là pour vous guider. Celui qui vous donne, celui qui est là pour vous enseigner, c'est votre enseignant. Donc, s'il y a divergence entre nos deux idées, il a la priorité. Donc, on va donc commencer l'antithèse de notre devoir. On va donc préciser comme la thèse, l'idée et les deux arguments. L'homme est responsable de tout ce qu'il fait car il est libre et a une conscience. Voilà l'introduction partielle, idée et les arguments. On continue, on part à la ligne. Ça dépend de vous. Certains enseignants vont vous dire de rédiger tout cela en un paragraphe. Mais vous pouvez rédiger en plusieurs paragraphes. Tout dépend de vous, tout dépend de votre enseignant. Votre devoir doit être limpide, votre devoir doit être clair. On ne doit pas chercher les parties de votre devoir. Donc, on dit maintenant, en fait, comme le pensent les existentialistes, l'homme est fondamentalement libre. Il agit selon sa volonté. Il fait des choix en toute liberté. Et puisqu'il est libre, il doit assumer tout ce qu'il fait. C'est pourquoi Sartre écrit, on cite, « Une fois jeté dans le monde, l'homme est responsable de tout ce qu'il se fait. » Voilà le premier argument. On a montré comment, parce que l'homme est libre, il doit être responsable, il doit assumer ses actes. Et on a soutenu par la pensée de Sartre. Maintenant, deuxième argument. En outre, je veux dire en plus, on n'a juste pas voulu dire en plus. En outre, l'homme a une conscience qui lui permet de juger le bien et le mal. Donc, quand il fait le mal, il le sait. S'il choisit de faire le mal, il doit assumer les conséquences. La conscience de l'homme est infaillible selon Rousseau. C'est pourquoi Rousseau écrit « Conscience, conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. » On ferme les guillemets, on cite. Il montre ici, on explique sa citation, on clarifie sa citation. Il montre ici que la conscience ne peut jamais se tromper. Quand il juge la morale d'un acte, la conscience ne nous trompe jamais. Avant de faire quelque chose, notre conscience nous dit si c'est bien ou c'est mauvais. Donc, quand on finit l'antithèse, on va faire la deuxième transition. Et quand on va faire la deuxième transition, on arrive à la synthèse. On fait d'abord la deuxième transition. La deuxième transition va encore résumer l'antithèse et annoncer la synthèse. Transition, n'oubliez jamais, ça résume la partie précédente et ça annonce la partie suivante. Donc, on continue. Nous voyons que l'homme doit assumer tous ses actes, mais ne pouvons-nous pas affirmer plutôt que la responsabilité de l'homme face à ses actes dépend de son degré de liberté? On sait ici qu'on a déjà validé, mais on est en train de trouver des limites, on est en train de trouver des limites à une posture. Et maintenant, on développe. Et ici, à la synthèse, avant de commencer à développer, vous devez justifier la thèse et justifier l'antithèse. Montrer que la thèse est valide, l'antithèse aussi valide. Qu'est-ce que je veux dire par là? La thèse est valide, l'antithèse est valide. La plupart des temps, pour être plus facile, pour le faire plus facilement, vous acceptez la position, le positif entre la thèse et l'antithèse et vous relativisez par le négatif. L'homme est responsable de ses actes, position positive, mais les déterminismes tendent à limiter, voire annuler cette responsabilité. Vous voyez comment on a d'abord commencé par valider la thèse et l'antithèse. Montrer que la thèse est valable, l'antithèse est aussi valable. C'est une méthode de faire la synthèse. Si vos enseignants vous donnent une autre méthode, je vous le redis encore, la méthode de vos enseignants prime. Donc ici, on prend le côté positif. D'autres, vous pouvez toujours prendre le côté négatif pour relativiser après avec le côté positif. Tout dépend de vous. Toujours est-il, vous allez montrer que la thèse est valable, l'antithèse est aussi valable, et c'est parce que les deux sont valables que vous tirez une synthèse. On dit, l'homme est responsable de ses actes,
Mais les déterminismes tendent à limiter, voire annuler cette responsabilité. Au final, la responsabilité de l'homme dépend de son degré de liberté. À partir de cela, on a maintenant tiré une synthèse. Et maintenant, on explique donc notre synthèse. Il ne s'agit pas de dire cela et mettre un terme au devoir, non. La synthèse est une partie du devoir. Il faut également bien la rédiger. On va donc, on justifie. En fait, plus on est libre, plus on est responsable. Et moins on est libre, moins on est responsable de ses actes. On explique encore. Dans cette logique, un soldat au front assume partiellement le meurtre des ennemis puisque les ordres qu'il est tenu de respecter limitent sa liberté. Mais le fait qu'il pouvait choisir de ne pas suivre les ordres ou même de ne pas choisir l'armée le rend partiellement responsable de l'acte. En choisissant l'armée comme profession, il savait qu'il sera appelé à tuer, ce qui le rend partiellement responsable. Donc, il ne peut pas assumer l'entièreté du meurtre, des crimes qu'il est en train de commettre. Et maintenant, quand on finit, on passe à la conclusion. Il n'y a pas de transition pour la conclusion. Et généralement, pour bien présenter votre feuille, pour quitter de la... Quand vous faites l'introduction, vous sautez 2 lignes, vous commencez à rédiger la thèse. Quand vous faites la thèse, vous sautez une ligne, vous rédigez la transition, vous sautez une ligne, vous rédigez l'antithèse. Quand vous faites l'antithèse, vous sautez une ligne, vous rédigez la transition, vous sautez encore une ligne, vous rédigez la synthèse. Et quand vous faites la synthèse, vous sautez 2 lignes, vous rédigez encore la conclusion. Bien évidemment, certains enseignants vont vous dire que les transitions, comme je vous disais, les transitions, vous devez pas sauter des lignes, ça dépend. C'est une question d'école. Là-bas, là, on ne vous tient pas rigueur pour ça. Je ne crois pas que les enseignants vous tiennent rigueur pour ça. Si un enseignant tient vraiment rigueur pour ça, ce sont les détails, ce sont les questions d'école. Les enseignants de philosophie savent que entre les enseignants de philosophie également, on ne s'entend pas. S'il y a un domaine où les gens ne s'entendent pas le plus, c'est en philosophie. Mais on s'accorde sur l'essentiel, on s'accorde pour juger le fond du travail. Et quand la forme est déjà bien, et on ne se base pas trop sur est-ce qu'il est allé à lien avant de faire la transition et autres. Ok. Chers élèves, nous passons donc à la conclusion. Et vous savez, la conclusion d'une dissertation philosophique a 3 parties. Il faut d'abord rappeler le problème, faire le bilan et la position personnelle de l'élève. Rappel du problème, c'est quoi? Juste rappeler le problème qui a fait l'objet de votre devoir. Et maintenant, le bilan, c'est quoi? C'est juste rappeler la thèse et l'antithèse. Certains enseignants vont vous dire de rappeler juste les idées que vous avez utilisées. D'autres vont vous dire de rappeler idées et arguments. Donc ici, là, c'est pas très nécessaire. Il n'y a pas un très grand problème là-bas si vous rappelez juste les idées ou bien si vous rappelez les idées et les arguments. Bon, je demande souvent de rappeler les idées et les arguments. Et la position personnelle de l'élève est tout simplement la synthèse de votre devoir. Donc, voici donc un exemple de conclusion. En conclusion, notre devoir portait sur l'attitude de l'homme face à ses actes. Pour mieux le circonscrire, nous avons montré en première partie que l'homme est soumis au déterminisme comme l'inconscient et le destin, ce qui annule sa responsabilité face à ses actes. Mais, en seconde partie, nous avons vu que l'homme doit assumer tous ses actes parce qu'il est libre et a une conscience. La confrontation entre ces 2 points de vue nous a amené en troisième partie à envisager le fait que l'attitude de l'homme face à ses actes dépend de son degré de liberté, car plus il est libre, plus il est responsable, et moins il est libre, moins il est responsable. Voilà, chers apprenants, c'était tout simplement un exercice corrigé. Donc, il y a beaucoup d'autres exercices dans notre site web www.ligea.org. Vous pouvez tout simplement aller à la page Google, à votre moteur de recherche, tapez tout simplement Ligue associative africaine. Le premier résultat sera notre site web. Dans ce site web, il y a vos exercices, les cours, les vidéos, les travaux dirigés, les corrections. Donc, faites de ce site votre site. Il y a également, pour ceux qui aiment l'actualité, ce site également est un site d'actualité puisque nous commentons, nous analysons l'actualité camerounaise, africaine et mondiale. Donc également, faites de ce site votre site. Nous organisons des cours des cours en ligne.
Donc, pour ceux qui ne parviennent pas, qui ne fréquentent pas, n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et qui veulent continuer de fréquenter, vous nous voyez, vous fréquentez avec nous, vous aurez tous vos cours, les exercices traités et les vidéos explicatives. Donc, il n'y aura pas de différence entre vous et ceux qui sont à l'école, il n'y aura pas de grande différence. La seule différence est que ceux qui sont à l'école auront les enseignants en présentiel, pourront collaborer avec lui et le toucher et autres. Mais ici, vous ne pourrez pas puisque ce sera en ligne. Donc, nous avons déjà eu de très bons résultats. Nous avons notre première génération, on a une élève de première à 4 qui a eu 14 de moyenne. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et si vous êtes assidu, vous allez travailler. Donc, si vous êtes déjà à l'école, vous pouvez également vous inscrire à un de nos groupes. Nous avons des groupes de préparation, mathématiques, philo, français, anglais, SVT et autres. Donc, vous pouvez également faire partie d'un de ces groupes pour pouvoir travailler, préparer votre examen. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne rien manquer de nos productions, de nos publications. Portez-vous bien. À bientôt.